valorisation de données de santé en jeu et réalité était large et je vais probablement pas l'aborder en 20 minutes et de toute façon notre expérience est limitée et comme toute expérience et du coup j'ai décidé plutôt de partager avec vous l'expérience qu'on a chez Quinten de la valorisation des données de santé. C'est d'ailleurs ce par quoi on a commencé l'activité de la société. Voici 7 ans. Une société qui d'emblée s'est positionnée comme une société spécialisée dans la valorisation des données, la data science, ce qu'on appelle maintenant la data science. Donc, si on parle données de santé, avant de focaliser sur ce qu'on fait en particulier chez Quinten, c'est-à-dire les données liées au développement de médicaments. Effectivement, c'est un système qui est complexe, un écosystème complexe. Là, j'ai juste pris un petit diagramme de l'OCDE qui montre les flux monétaires de remboursement dans tout ce qui est cycle de prise en charge du médicament, qui montre les différents acteurs, parmi lesquels on a effectivement les populations, les officines, les collectivités locales, les cabinets, les médecins, etc. C'est simplement pour vous dire que moi je vais focaliser sur les gens qui développent les médicaments parce que c'est effectivement chez Quinten le sujet sur lequel on a porté notre intérêt. Et là, vous avez une vue un petit peu zoomée qui vient du LEM, les entreprises du médicament, qui montre un petit peu les différentes étapes de développement d'un médicament, de la recherche amont jusqu'à la mise sur le marché, et qui montre là aussi à la fois la richesse de ce processus et à la fois toutes les données qui peuvent être générées au fil de ce processus. C'est vraiment considérable, c'est très hétérogène. Et là, vous voyez que, en fait, ce n'est qu'une brique de cette partie-là, et donc, eh bien, c'est là-dessus que va porter le reste de la présentation. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent l'industrie pharmaceutique, mais il y a quelque chose qui est assez marquant dans cette industrie, c'est ce qu'on appelle l'attrition, c'est-à-dire le taux d'échec que cette industrie connaît depuis l'amont. C'est-à-dire le fait de cribler des molécules, d'identifier des molécules qui peuvent être testées sur une cible biologique, une fois qu'on a identifié des mécanismes auxquels on veut s'attaquer, des mécanismes physiopathologiques. Et ensuite, il n'y a que 10 candidats médicaments qui vont être testés chez l'homme, et tout ça va mener à un seul médicament mis sur le marché, et tout ça dure très longtemps. Bon, ces diagrammes ces illustrations commencent un petit peu à dater, mais globalement les ordres de grandeur c'est ça. Et j'en parlais encore à midi avec le directeur médical d'une grosse société qui me disait c'est assez injuste parce que finalement en termes de durée de propriété intellectuelle on est sur les mêmes références que des produits qui se développent en 6 mois, et c'est effectivement assez difficile à gérer pour l'industrie pharmaceutique. Un autre élément important, c'est lié aussi à cette attrition et c'est lié aussi à l'évolution technologique, c'est que les dépenses R&D explosent tandis que le nombre de nouvelles molécules qui sont mises sur le marché diminue. Bon, là, vous voyez, ça, je vous disais, ça date. La tendance ne fait que s'accentuer et de se confirmer. Et ici, vous avez les médicaments en développement clinique et autorisés par la FDA. Vous avez des taux de chute entre le nombre de médicaments qui sont en développement et le nombre de médicaments qui sont effectivement autorisés par la FDA, qui sont considérables, qui étaient en 96, 14% seulement des molécules étaient mises sur le marché, et maintenant on est on était à moins de 3% en 2008. Et encore une fois, ça ne cesse de se confirmer. Alors j'ai mis cette slide, je sais bien que là je suis a priori devant des gens qui connaissent bien la problématique, mais valorisation de données, on parle beaucoup de big data dans tous les domaines, et la donnée on n'y échappe pas tellement, même si vous allez le voir, nous notre expérience c'est qu'on a vu quasi exclusivement que des small data, en tout cas dans le développement pharmaceutique. Je parle actuellement avec des gens qui travaillent régulièrement avec des big data, c'est-à-dire avec des données massives en termes de nombre d'individus dans les bases. Mais ça coûte tellement cher de faire de la recherche médicale, biomédicale, clinique, de générer des données sur des patients que mécaniquement, dans les laboratoires pharmaceutiques, on n'observe pratiquement que des petits jeux de données en termes de nombre de patients. Au maximum, on va avoir des dizaines de milliers de patients, c'est très rare. La plupart du temps, ça va être des données qui concernent des jeux de données de 100, 200, quelques centaines de patients, quelques milliers, mais ça reste assez limité. La meilleure définition qu'on ait vue de la big data, c'est de nouvelles sources de données en plus des sources de données existantes, plus de nouvelles compétences et d'outils d'analyse de ces données en plus des compétences et des outils existants, tout ça donnant de nouvelles opportunités. Alors pourquoi c'est une définition qui nous plaît bien? Parce qu'on constate qu'il y a vraiment un engouement aujourd'hui de tout le monde sur les nouvelles sources de données. Les objets connectés,
l'open data, toutes ces données qui s'ouvrent, et c'est un petit peu le sujet d'Epidemium d'ailleurs. Et c'est super parce qu'effectivement, ça va ouvrir plein de possibilités. On constate que même si il y a une prise de conscience progressive de l'importance du machine learning, etc., en fait, ça reste l'innovation en machine learning, c'est effectivement une des disciplines les plus prolifiques du monde. Mais pour le marché, pour les gens qui ne sont pas des spécialistes de machine learning, c'est quand même très, très, très éloigné. Ils restent dans leur tête très focalisés sur ce qu'ils comprennent de ce que permettent de faire les outils statistiques et de machine learning. Et en fait, pour eux, l'Eldorado de la big data, toutes les opportunités qui s'ouvrent, eh bien, ça vient surtout des nouvelles sources de données, ce qui est un point de vue. Nous, on s'est focalisé sur l'innovation ici, et un petit peu, pas par hasard, parce que c'est ce qui nous a plu de faire, on s'est focalisé sur les processus, les outils, et voir comment on pouvait développer d'autres points de vue, en plus des approches plus conventionnelles qu'on utilise d'ailleurs nous-mêmes. Et donc, en fait, tout ce qu'on fait chez nous, et ça c'est vrai, je pense, pour tous les gens qui font de l'analyse de données, de la data science, etc., ça commence par l'identification d'opportunités, de créer de la valeur à partir de la data, d'identifier les sources de données, qu'elles soient internes ou externes chez nos partenaires, structurer ces données, identifier des stratégies d'apprentissage, mener ces analyses et puis faire la restitution sous des formes plus ou moins interactives selon l'usage qu'on veut faire évoluer. Une petite slide sur la notion big data, small data. Comme je disais tout à l'heure, en fait, on travaille de plus en plus dans des secteurs qui dépassent la santé, comme l'assurance essentiellement d'ailleurs aujourd'hui, et on travaille effectivement là sur des nombres d'individus qui sont très élevés et dont la taille d'ailleurs est assez proche et comparable aux populations auxquelles on veut s'intéresser. C'est-à-dire que quand on a effectivement des données sur des millions d'individus, on peut faire l'hypothèse que les données de l'échantillon sont assez représentatives en fait, des millions de clients potentiels ou d'assurés potentiels de la population française. Par contre, quand on travaille sur des centaines ou des milliers de patients et qu'on a des milliers à des millions de caractéristiques, c'est-à-dire qu'on a vraiment des matrices qui ne sont pas du tout rectangulaires, verticales, mais plutôt en crêpe, là, on est clairement sur de la small data, on n'est pas sur la big data, même si les données peuvent être très volumineuses. On peut avoir des terras de données et être vraiment plus dans une grosse problématique que dans une belle opportunité. Donc c'est pour ça que le volume de la data, c'est plutôt le nombre de lignes, le nombre d'observations qui est important pour qualifier les choses de big selon en tout cas notre expérience. Une autre slide, c'est que bon là, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais c'est une approche, une manière de décrire la data science à laquelle on est arrivé et qui part d'un constat, c'est qu'effectivement, quelles que soient les organisations, quel que soit le secteur, on observe que les données qui sont générées par ces organisations sont sous-exploitées, mais chroniquement sous-exploitées. Alors pourquoi? Pour plein de raisons. Parce que d'une part, la data science et la manière la volonté d'extraire tout le potentiel de données est pas forcément, n'a pas été historiquement quelque chose qui était dans les priorités des organisations. Deuxièmement, parce qu'il y a des processus et ça fonctionne, et donc on pense pas nécessairement à la data comme moyen de faire évoluer les performances de manière rapide. Et pourtant, on observe de manière très objective que l'exploitation optimale de ces données, c'est un vrai levier de croissance. Et au-delà du volume, c'est vraiment la manière dont on exploite ces données qui est importante. On a observé des situations où il y avait des données massives et donc il n'y avait pas grand-chose à faire. Et au contraire, des endroits où il y avait des données qui n'étaient pas si massives que ça, où il y avait de réelles opportunités de créer beaucoup de valeur en gagnant du temps notamment. Autre chose, c'est que quand il y a des datas dans les entreprises, je ne parle pas des réseaux sociaux ni des objets connectés qui sont très particuliers, mais dans les entreprises, quand il y a de la data qui est documentée, c'est souvent qu'il y a des opportunités ou des risques qu'on cherche à documenter, à mieux maîtriser. Et souvent, pas très loin, il y a des experts qui, à travers l'observation, cherchent à maîtriser ces risques et ces opportunités. Et d'ailleurs, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, ça passe par des décisions humaines. Et là, on pense notamment dans le domaine de la finance de marché, par exemple. Il y a des quants, mais il y a aussi des gens qui prennent des décisions d'achat, de vente. Il y a aussi des algorithmes qui donnent des recommandations qui mènent à des décisions finalement prises par l'humain. Puis dans l'industrie pharmaceutique, il y a effectivement, en fonction de résultats, des go-no-go. Il y a des idées de tests de sous-groupes pour voir s'il y a des sous-groupes chez qui le traitement répond mieux que d'autres, etc. On s'appuie ou pas sur la data, on s'appuie de toute façon sur des expériences. Un médecin, par exemple, il va apprendre au fil du temps
il va avoir des intuitions sur le fait que une pathologie va s'exprimer de telle ou telle manière, qu'il y a différents types de patients qui ont une pathologie donnée, ou alors il y a plusieurs types de patients qui vont réagir mieux que la moyenne à un traitement, ou au contraire développer des effets indésirables. Et donc, à chaque fois qu'il y a de la donnée, très souvent, il y a des experts comme ça qui cherchent à maîtriser à travers leur expérience, leur observation, à faire des déductions sur ce qu'il convient de faire l'étape d'après ou la période d'après, fort de l'expérience qu'il a acquise. Alors pourquoi je m'attarde un petit peu là-dessus? C'est parce que vous avez finalement deux moyens d'utiliser la data. Premier moyen, c'est d'aller directement au but et de vouloir faire la prédiction et la recommandation automatiquement, voire l'action, ce qui va tendre à remplacer l'humain. Et il y a des fois, oui, c'est vraiment ça s'impose parce que c'est vraiment le besoin. Et puis parfois il y a le choix, c'est-à-dire qu'on a le choix de faire ça, ou alors de se dire, tiens, mais si on essayait d'augmenter la décision humaine, c'est-à-dire en fait d'extraire des règles métiers, on va y venir tout à l'heure, mais ce sont des vieilles technologies, d'ailleurs il y a pas mal de vieilles technologies qui permettent de faire ça, d'extraire des règles métiers, mais ça a une vertu énorme, c'est que typiquement on peut établir un dialogue avec les experts humains. Et ça, c'est d'une richesse vraiment incroyable. En tout cas, c'est ce qu'on vit, nous, depuis 7 ans. Et c'est d'ailleurs, du coup, pour ça qu'on a creusé ce sillon. C'est que, en fait, quand on cherche à rentrer dans le mode de communication avec l'expert en extrayant, alors de manière naïve au départ, parce qu'on ne connaît pas forcément les domaines quand on arrive, on se met en position de comprendre les besoins des experts, ce qu'ils cherchent à faire à travers leurs observations et leur stockage de data, ce qu'ils cherchent à optimiser, à mieux contrôler. Et on va s'efforcer d'extraire des signaux, des recommandations, des insights sous forme de règles métiers qui sont exactement dans le même format que ce qu'ils ont l'habitude, eux, d'intuiter, de déduire de leur expérience, j'allais dire sensorielle, c'est presque ça, de ce qu'ils vivent au quotidien, ou ce qu'ils peuvent observer dans leurs données d'ailleurs. Alors, je vais illustrer ça de la manière suivante. Si vous avez une population mère de millions d'individus ou de dizaines de millions d'individus, vous pouvez imaginer qu'il y ait un certain niveau de réponse thérapeutique. Donc imaginons qu'il y ait 40% des patients qui répondent au traitement. Je vérifie l'heure pour ne pas m'attarder trop. Et a priori, si vous posez la question aux médecins, ou quel que soit d'ailleurs le secteur et la question concernée, et les experts concernés, est-ce que le phénomène ici, la réponse au traitement, est sous-tendu par un seul mécanisme? Autrement dit, est-ce qu'il y a une seule combinaison de raisons de répondre au traitement, ou est-ce qu'il y a plusieurs profils de répondeurs? Souvent, très très souvent, le plus souvent, ils vont vous dire, ces experts, non, il y en a plusieurs en fait, c'est complexe. Et si vous leur posez la question, mais tu peux me donner un exemple de profil de répondeur, il va s'exprimer sous forme d'une requête informatique. C'est-à-dire, il va dire, je pense que c'est plutôt les femmes hypertendues diabétiques, par exemple. Et ça, dans n'importe quel secteur, n'importe quelle expertise, une règle métier, ça s'exprime comme ça. Donc ça peut être les plus de 65 ans, si on prend une variable continue, ou les gens qui ont entre temps et temps de recul sur tel... C'est des variables dans des états donnés, dans des modalités données, dans des plages de valeurs données. Ce sont des requêtes, quoi, finalement. Et donc, finalement, quand on essaye de les représenter, on voit très bien que les termes de ces requêtes ne sont pas forcément les mêmes d'un groupe à l'autre, évidemment, et ne sont pas forcément dépendants, il n'y a pas forcément de corrélation. Donc si, une vue de l'esprit, si on imagine que dans ce cas-là, en fait ce sont ces sous-groupes-là en fait, qui concentrent, qui sont des optimums locaux de la réponse thérapeutique. On pourrait avoir exactement le même raisonnement sur les effets indésirables. D'ailleurs, on traite souvent ces problématiques-là. Ou alors, en commercial, vous avez un taux de conversion de prospects en clients. Et l'idée, c'est où est-ce que ça convertit plus que la moyenne. C'est totalement transposable. Si vous imaginez ça dans votre population mère, selon vous, les laboratoires pharmaceutiques qui régulièrement font des échantillons de quelques dizaines, quelques centaines ou au plus quelques milliers de patients pour vérifier l'efficacité de leur traitement, et la sécurité de leur traitement, selon vous, quelle est la probabilité pour que dans ces échantillons, tous les fameux sous-groupes soient représentés, et a fortiori dans des proportions relatives comparables à celles de la population mère? Quelle est cette probabilité, intuitivement? Elle est très faible. Elle est très très faible, et quels que soient les efforts qui vont être faits pour stratifier, normer, faire en sorte qu'il y ait la même proportion d'hommes et de femmes, un âge comparable, elle est très faible, cette probabilité. Or, toute l'approche de validation du médicament est basée sur l'hypothèse qu'à chaque fois, les échantillons sont représentatifs. Et ce n'est pas une erreur, c'est juste comme ça que la statistique classique et inférentielle est conçue. Et il n'y a pas mieux jusqu'à présent. Il n'y a pas mieux pour établir une preuve, pour vérifier que quelque chose est vérifié, qu'une hypothèse est vérifiée. Simplement,
si on revient au fondement de la clinique et de la médecine moderne avec Claude Bernard, fin 19e, au Collège de France, en fait, dès le départ, l'idée, c'était effectivement de formuler les hypothèses et de les vérifier, mais ce faisant, de faire des découvertes, c'est-à-dire de s'étonner de choses qui apparaissaient dans ces expériences de manière assez inattendue, finalement. Et il est frappant de constater que toute l'industrie pharmaceutique a oublié cette deuxième proposition. Maintenant, cette industrie est exclusivement focalisée sur faire des hypothèses, souvent empiriques d'ailleurs, qui viennent de recherches et de l'analyse de la manière dont les pathologies se développent. Il y a des recherches qui sont évidemment de la recherche dure, sur des observations, de l'analyse de données, etc. Mais à un moment donné, on se fixe sur un mécanisme et on se dit, voilà, si on interfère avec cette cible biologique, eh bien ça devrait fonctionner et tout en découle. Et on va tenir cette ligne et c'est pour ça qu'il y a un taux d'attrition énorme parce que c'est pas aussi simple que ça, souvent. Et souvent, en fait, tout le monde n'a pas le même taux de réponse. Ça varie, on l'a dit tout à l'heure. Mais pour le coup, si ça passe, si une étude est positive, il passe à l'étape suivante, phase 1, phase 2, phase 3, etc. Plus de patients à chaque fois. Et puis si ça passe pas, si l'hypothèse n'est pas vérifiée, ils mettent tout à la poubelle. Et donc c'est des années, des millions, des dizaines de millions qui sont mis à la poubelle, ce qui fait qu'aujourd'hui, une nouvelle molécule qui arrive sur le marché, on chiffre son coût à 1 à 2 milliards de dollars, parce qu'il y en a tellement qui échouent en cours de route. Alors, donc un petit jeu de mots, là, effectivement, c'est une approche moyennante, globalisante, etc. Si maintenant on se dit, et si les jeux de données n'étaient pas si représentatifs que ça de la population mère? Si effectivement ces sous-groupes-là, si on fait l'hypothèse qu'ils existent, étaient parfois échantillonnés par hasard, en fait, parce qu'on ne les connaît pas, dans les échantillons. Si on fait une recherche dans ces échantillons, des poches où il y a, sous l'effet de variables auxquelles on n'aurait pas pensé nécessairement, une surdensité du phénomène, est-ce que ce n'est pas une manière d'aller attraper des mécanismes sous-jacents au phénomène, de voir des effets synergiques entre des variables qui, globalement, n'ont pas d'influence visible sur le phénomène, mais qui se potentialisent l'une l'autre sur des zones où elles ont un effet significatif, conjointe, qui laisse penser qu'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que procéder comme ça, eh bien, c'est pas se donner une chance d'apprendre des choses, là encore sans faire l'hypothèse que le jeu de données échantillon est représentatif de la population mère, des choses qui pourraient être vérifiées d'un échantillon à l'autre finalement. Eh bien, c'est ce qu'on a cherché à faire, et donc typiquement la manière dont ça fonctionne. Quand vous avez un problème comme ça, un échantillon comme ça avec une base de données de 2000 patients décrite par 257 variables et un effet indésirable qui concerne 10% de la population, 200 patients sur 2000, vous avez, comme je disais tout à l'heure, plein de méthodes qui permettent de faire de la prédiction. La dernière en date, la plus fameuse en ce moment, c'est le deep learning. Alors ça marche d'autant mieux que vous avez beaucoup d'observations. 2000, c'est quand même assez faible pour le deep learning, mais enfin, vous pouvez tester plein de techniques prédictives et puis essayez de voir si ce modèle prédictif que vous allez construire est vérifié sur des jeux de données indépendants de celui sur lequel vous avez appris. Et puis vous aurez une fiabilité du modèle. Et puis ça pourra être utile dans certains cas. Mais si vous voulez identifier les poches dont on parlait tout à l'heure, finalement les sous-groupes sur lesquels il y a le risque, et puis établir un dialogue avec les experts, parler leur langage, ce n'est pas les meilleurs outils, clairement. Parce que vous n'allez pas forcément aller chercher les déterminants ou pouvoir sortir ça sous forme de sous-groupes tels qu'on les évoquait tout à l'heure. Après, quand on parle de sous-groupes, souvent, ça renvoie à des approches dites non supervisées, les approches de type cluster, type ACP, typiquement, qui cherchent à trouver des typologies d'observation. Donc dans ces typologies, quelle que soit la question que vous vous posez derrière, c'est-à-dire la réponse au traitement, la non-réponse au traitement, la survenue d'effets indésirables, quelle que soit la question, on va chercher à finalement maximiser la variance et voir s'il n'y a pas des sous-groupes d'individus qui se ressemblent dans un espace qui est composé de variables, d'axes, composés eux-mêmes de certaines relations entre les variables qu'on a pris dans l'apprentissage. Et puis ça peut être utile parce qu'effectivement on peut trouver des différences significatives entre les différents clusters, entre les différents sous-groupes, sous l'angle de ce qui nous intéresse, ici la réponse. Mais si la question est, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun ces gens-là qui répondent au traitement, que les autres n'ont pas ? Finalement, si la question, c'est la question qu'on posait tout à l'heure à l'expert, qui sont les gens, les sous-groupes, les populations, les profils de patients qui montrent localement un taux de réponse bien supérieur à la moyenne? Vous voyez que la réponse n'est pas ici. C'est pas est-ce qu'il y a des typologies de patients différents,
et est-ce que les typologies montrent des réponses sous l'angle de la réponse? C'est deux questions différentes. Hein. Et souvent, la question des experts, eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens qui répondent au traitement, que les autres n'ont pas? Et en fait, la réponse à cette question, elle est souvent donnée sous forme de règles métiers. Et c'est là que ça a beaucoup d'intérêt d'utiliser des méthodes d'extraction de sous-groupes. Alors, on en a développé une chez nous, on a développé un algorithme qui nous a permis finalement de résoudre certains problèmes qu'on avait rencontrés avec des outils d'extraction de sous-groupes plus classiques et qui nous permettent d'aller chercher les fameux sous-groupes. Et donc, d'aller chercher les conjonctions de déterminants, de features, qui font que localement, on observe sur parfois des petits groupes eh bien, des surdensités totalement frappantes du phénomène d'intérêt. Et après, c'est toute la technique et la méthodologie qu'on a développée autour pour trier le bon grain de livret, parce que quand on part dans ce genre d'exploration massivement combinatoire, on prend énormément de risques, et donc tout est dans la gestion de ces risques. Une grande vertu de l'approche, c'est qu'on est capable d'aller chercher comme ça des leviers d'action, de prévention ou de promotion de ce qu'on cherche à reproduire ou à éviter. Et c'est surtout qu'on parle le langage du métier. Ça, c'est extrêmement puissant parce que finalement, l'humain, il a des choses à dire avant qu'il perd son job au profit des machines. Et il a souvent des choses à dire qui permettent de l'aider au quotidien. Et au-delà de la préservation de l'emploi, c'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de subtilité à chercher dans cette relation avec les métiers, et beaucoup de richesse, beaucoup de valeur à créer. Alors une autre manière de représenter ça, un des sous-groupes qu'on a vu ici, on a la base globale, 2000 patients, 10% qui sont sujets à l'effet indésirable. Voilà le profil, un des profils qu'on a extrait ici, c'est les plus de 56 ans qui ont pris le traitement plus de 50 jours avec la dose élevée, eh bien ils ont 4,7 fois plus de risque d'avoir un effet indésirable, 47%. Par rapport aux 10% globaux. Si vous regardez les trois variables indépendamment, parmi les 257 variables, on serait passé à côté de ces variables sur ces plages, parce que vous voyez globalement, là il ne se passe rien, 11 au lieu de 10, 8 au lieu de 10, là il se passe quelque chose, et ça, tout le monde effectivement réagit en disant oui, c'est normal, la dose élevée, c'est souvent associé à plus d'effets indésirables. Le principe même du médicament, c'est un petit peu empoisonné quand même, mais pas trop, juste pour guérir. Et donc, plus un traitement est actif, plus il est potentiellement dangereux, plus il génère d'effets indésirables. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que ce signal de 13%, plus 30% relatif, en fait, il concerne très spécifiquement les plus de 56 ans, traités plus de 50 jours. En tout cas, on peut penser ça quand on observe ces résultats. Donc une stratégie, là, c'est d'éviter la dose élevée chez les patients de plus de 56 ans traités plus de 50 jours, ou éviter de traiter plus de 50 jours les patients de plus de 56 ans qu'on doit fortement doser. Voilà la mécanique qu'on peut instaurer quand on échange avec le métier et qu'on cherche à finalement éclairer, améliorer leurs décisions. Alors, un vrai exemple très concret que je partage volontiers parce qu'on l'a fait avec l'Institut Gustave Roussy, et que ce sont des données publiques, il n'y a pas de confidentialité particulière, ce qui généralement n'est pas le cas quand on travaille avec les industries pharmaceutiques. Là, c'était une petite cohorte de 121 patients, donc vraiment petite, tous ayant un cancer du poumon, et tous traités chirurgicalement, c'est-à-dire les tumeurs avaient été resséquées et analysées. Une analyse transcriptomique avait été faite sur chaque tumeur. Donc on avait les informations transcriptomiques sur chaque tumeur, et 61 patients avaient reçu une chimiothérapie adjuvante, tandis que 60 n'avaient pas reçu de chimiothérapie adjuvante. Avec un recul maximal de 7 ans, on observait une courbe de survie ici qui n'était pas significativement différente entre les deux groupes. Et c'était un projet européen. On est arrivé à un moment où des analyses avaient été faites, on ne comprenait pas vraiment pourquoi, il y avait eu du data mining, la bioinformatique, il y avait des oncologues sur le terrain qui disaient mais c'est bizarre, il y a certains patients qui ont l'air de répondre correctement au traitement et d'autres qui répondent visiblement mal. Et là, globalement, on a un résultat moyen qui nous dit qu'il ne sert à rien. Et on se rencontre à ce moment-là et il nous challenge sur l'algo et notre approche avec les données. Donc on prend les données et en fait, on revient les voir et on avait identifié un gène qui, lorsqu'il était exprimé au-dessus d'un certain seuil qu'on a identifié, permettait d'isoler à peu près la moitié de la population, 48% de base, chez qui les traités avaient 2 fois moins de rechutes que les non traités. Et en fait, ce gène, il ne nous est pas sauté aux yeux tout seul, il nous est apparu parce qu'il est apparu dans 3 règles, 3 sous-groupes. 3 sous-groupes de taille assez équivalente, d'une densité en termes d'écart de rechute entre les traités et non traités anormalement concentrés par rapport à la moyenne de tous les sous-groupes de même taille. Et en fait, ces 3 sous-groupes avaient ce gène G en commun sur le même seuil.
Et tantôt, ils étaient dans un contexte, il a été combiné à un contexte génétique alpha sous-exprimé, tantôt bêta sous-exprimé ou gamma sous-exprimé. 3 autres gènes qui définissaient des contextes dans lesquels ce fameux gène-là, à un seuil donné, semblait définir des populations qui réagissaient très bien au traitement, puisque ces 3 sous-groupes formaient un tiers de la population, en gros, 37 patients, 22 traités, 15 non traités, chez qui il y avait 13% de rechute chez les traités et 86% de rechute chez les non traités. Et ça ne s'arrêtait pas là, parce qu'en fait, ce même gène, sous-exprimé, c'est-à-dire en deçà d'un certain seuil, bon ça c'est la courbe de survie chez ce tiers de la population, mais ce même gène sous-exprimé, avec un seuil là aussi identifié, combiné à 4 autres gènes, formait un autre tiers de la population, un peu plus d'un tiers, 35%, 19 traités, 23 non traités, et là c'est 80% de rechute chez les traités contre 4% de rechute chez les non traités. Ce traitement, qui globalement a l'air inopérant, inutile, quand on regarde la statistique en moyenne, il est en fait bénéfique pour un tiers de la population, dangereux pour un tiers de la population, inopérant pour un tiers de la population. Donc réaction immédiate, quand on est allé revoir cette équipe, on s'est dit mais alors comment, on leur a posé la question, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que ce traitement finalement innovant va continuer à être utilisé dans cette population? Et on s'est rendu compte que ce traitement-là, eh bien, il était sur le marché depuis plus de 30 ans et qu'il continuerait à être utilisé, quoi, probablement, parce que pour faire une étude confirmatoire prospective, clinique sur ces traitements-là, eh bien, il faudrait financer ces études, et ça, voilà, il faudrait qu'il y ait des moyens qui soient mis là-dedans, et aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose qui se fait pour un traitement qui a 30 ans. Tout est concentré sur les traitements innovants. Et voilà. Et donc, c'est un petit peu la limite de l'industrie pharmaceutique par rapport à des enjeux de santé, parce que les enjeux, ils sont là quand même. Il y a eu évidemment des travaux de confirmation qui ont eu lieu. Il y a eu de l'immunohistochimie qui a été faite, il y a eu de l'accès à des bases de données extérieures qui ont montré l'importance de ce gène qu'on peut qualifier de pivot. Et puis il y a même eu des papiers qui sont sortis dans Science et Nature quelques mois après ces résultats, qui ont montré, suite à des travaux in vitro, cette fois, pas du tout sur des patients, l'importance de ce gène sur les mécanismes de réparation des dommages causés par la platine, qui fait partie, enfin qui est un composant central de la chimiothérapie en question. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Je pense que je suis dans le timing, si vous avez des questions.